Hello! Si vous aimez cette chaîne, sachez que vous pouvez désormais la financer. J'ai ouvert une page Libéra-Pay dédiée qui vous permettra de faire des dons. L'objectif pour moi, sanctuariser l'équivalent d'au moins une journée toutes les 2 semaines afin de travailler professionnellement sur ces vidéos. Sur ce, bon visionnage! Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui on va parler des navigateurs web. Le navigateur web, c'est probablement le logiciel le plus utilisé, tout ordinateur confondu, et c'est pour cette raison qu'il est en première ligne concernant le respect de la vie privée des utilisateurs. Si vous suivez la chaîne depuis un moment ou si vous êtes familier des alternatives libres, les concepts de logiciels libres et d'open source ne vous sont sans doute pas inconnus. Ce sont des licences utilisées par certains logiciels qui garantissent que leur code est entièrement ouvert et peut être audité à n'importe quel moment, mais aussi que tout le monde peut contribuer à son amélioration. Ce système est la pierre angulaire de toutes les alternatives libres, mais c'est aussi l'un des principaux piliers de l'informatique contemporaine, parce qu'en effet, énormément de technologies que vous utilisez aujourd'hui reposent sur des logiciels libres ou open source. L'exemple le plus évident, c'est Android, puisqu'Android utilise un noyau Linux, qui est une technologie libre distribuée gratuitement par Linus Torvalds depuis les années 90, et oui, toi qui te fous de la gueule de ces geeks malodorants qui passent leur journée sur Linux, il est fort probable que tu utilises toi-même Linux. Et pour en revenir au navigateur web, justement, s'il y a un type de logiciel qui repose entièrement sur le libre, c'est bien celui-là. Aujourd'hui, la totalité des navigateurs web grand public repose tout ou partie sur des technologies libres et open source, principalement à travers leur moteur de rendu. Le moteur de rendu, c'est le cœur de tous les navigateurs web, l'outil qui va lire l'intégralité des données envoyées par un site pour afficher une page web à l'utilisateur. Dans l'histoire de l'informatique, il y a eu un très grand nombre de moteurs de rendu différents utilisés. Mais au fur et à mesure des années, la majorité d'entre eux ont disparu, en bonne partie parce que des moteurs de rendu libres et open source ont émergé et que tout le monde s'est peu à peu mis à les utiliser. Aujourd'hui, il n'existe donc plus que 3 moteurs de rendu présents dans des navigateurs grand public. Le plus utilisé, c'est Blink, développé par Google, et qui est donc la base de Google Chrome et également de tous ses clones, comme par exemple Microsoft Edge ou encore Samsung Internet. Il représente plus de 75% des internautes. Mais Blink est en réalité un dérivé du moteur de rendu WebKit, développé par Apple et qui est donc la base de Safari, utilisé par un peu moins de 20% des internautes. Notez d'ailleurs que WebKit est lui-même un dérivé de KHTML, créé en 1998 par KDE, qui est encore aujourd'hui un acteur majeur du monde du libre, comme quoi on retombe toujours sur nos pattes. Et le troisième moteur de rendu, qui pour le coup est indépendant des deux premiers, c'est Gecko, développé par la fondation Mozilla, et qui est de très loin le plus résilient de tous, puisqu'il existe depuis 1998 et descend directement du navigateur Netscape, lancé en 1994. Principalement présent dans Mozilla Firefox, il ne représente plus aujourd'hui que 3% des internautes dans le monde. Il existe aussi 2 moteurs de rendu qui sont en développement mais ne sont pas prêts aujourd'hui pour le grand public. Le premier, c'est LibWeb, un moteur de rendu associé à Ladybird, un projet de navigateur web grand public entièrement indépendant dont la sortie est prévue pour 2028. Un projet très intéressant parce qu'il est uniquement financé par des dons et s'il fonctionne, il pourrait signer une petite révolution dans le monde des moteurs de rendu, notamment du fait de son mode de financement. Seul problème, le leader de l'initiative, Andreas Kling, est réputé un peu trop proche de l'extrême droite. Il n'y a pas grand chose là-dessus non plus, quelques articles par-ci par-là, j'ai pas envie de disqualifier le projet entier juste pour ça, mais je garde une certaine méfiance de principe. Et l'autre projet, c'est Servo, un moteur de rendu développé à l'origine par Mozilla depuis 2012, puis abandonné en 2020, puis repris par une équipe indépendante et relancé pour de bon en 2023. Comme vous l'avez vu, ces deux-là ne sont pas utilisables par le grand public et ne le seront pas avant des années, mais ils ont le mérite d'exister et d'être une source d'espoir pour les prochaines années. On y reviendra. Et si vous avez bien suivi jusque-là, vous avez retenu que Blink, le moteur de rendu développé et géré par Google, contrôlait 75% du marché. Disons-le autrement, Google possède un quasi-monopole sur le secteur. C'était pas le cas il y a quelques années, mais c'est le déclin d'Internet Explorer, puis celui de Mozilla Firefox qui ont entraîné cette situation. Quand il est arrivé, Google Chrome s'est vite imposé comme plus rapide et plus facile à utiliser. De plus, Google a usé de son monopole sur les moteurs de recherche pour faire une publicité active pour Chrome à chaque fois que des gens utilisaient Google depuis autre chose que Chrome. Même chose avec les smartphones, où Google a profité du fait que tous les fournisseurs
fournisseurs de téléphones adoptent Android pour y pousser Google Chrome comme navigateur par défaut. Apple a fait la même chose avec Safari sur son iPhone d'ailleurs, et si Microsoft a longtemps été à la traîne parce que son navigateur Internet Explorer était... à chier, aujourd'hui ils ont tout simplement lâché l'affaire et fait de Microsoft Edge un clone rebrandé de Google Chrome, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui c'est Google Chrome, puis Safari, puis Microsoft Edge qui possèdent les plus grosses parts du gâteau des navigateurs web. Et c'est un problème parce que ces entreprises sont connues pour faciliter la collecte des données personnelles de leurs utilisateurs et ont un historique long comme le bras de scandales et de pratiques abusives. Accessoirement, le souci des monopoles, c'est que si une seule entité contrôle le développement d'un navigateur internet utilisé par quasi tout le monde, c'est aussi elle qui va donner le tempo de l'affichage du web, et elle peut faire plus ou moins ce qu'elle veut. Dernier exemple en date, Google a récemment mis à jour le moteur de rendu Blink, de sorte à contrôler davantage le fonctionnement des extensions, officiellement pour des raisons de sécurité et officieusement, pour éliminer les adblockers de la situation, vu que le modèle économique de Google, c'est la pub. Bref, promouvoir des alternatives à ces trois géants, c'est aussi promouvoir d'autres modes de fonctionnement que celui des géants de la tech, le respect des données personnelles des utilisateurs et des modèles économiques alternatifs à celui de la publicité ciblée. On va donc maintenant passer en revue les différentes possibilités et je m'efforcerai de vous donner à chaque fois les avantages et les inconvénients, et je terminerai en vous indiquant quelle est, selon moi, la meilleure alternative à proposer. On va procéder par moteur de rendu et on va commencer par le plus répandu en nous attaquant au navigateur web alternatif qui utilise Blink. Et il existe 4 navigateurs intéressants à mentionner ici: Opera, Vivaldi, Brave et Ungoogled Chromium. Opera, pour commencer, est un navigateur internet norvégien appartenant aujourd'hui à un consortium chinois. Il vient avec des options de synchronisation, un bloqueur de publicité et un bloqueur de pisteurs intégrés directement, mais aussi avec un VPN intégré pour augmenter la sécurité de votre navigation. Son modèle économique semble être la publicité, en témoigne l'encombrement de sa page d'accueil, et il intègre par défaut un grand nombre de fonctionnalités pour accéder facilement aux réseaux sociaux, aux messageries instantanées, etc. Projet intéressant, toutefois le navigateur est en partie propriétaire, et la présence d'un propriétaire chinois n'est pas très rassurante sur la protection des données personnelles. Vivaldi ensuite est un navigateur, norvégien aussi, créé par le co-créateur d'Opera. Il vient lui aussi avec des options de synchronisation, la possibilité de bloquer les publicités et les pisteurs, et propose pas mal d'options de personnalisation et d'intégration des réseaux sociaux. Par contre, pas de VPN intégré. Tout comme Opera, il est en partie propriétaire, mais semble aussi avoir davantage de liens avec la communauté du libre, en maintenant par exemple sa propre instance Mastodon. C'est personnellement le navigateur basé sur Blink que je trouve le plus intéressant, même si cette profusion d'options me laisse un peu de marbre. Brave, quant à lui, est un navigateur américain créé par Brendan H., ancien membre de Mozilla, qui a été éjecté après des révélations sur son militantisme anti-LGBT. L'objectif de Brave est d'être le navigateur le plus privé qui soit. Il vient lui aussi avec un bloqueur de tracker et de pub beaucoup plus performant, et il vient lui aussi avec des options de synchronisation des données, en plus de proposer son moteur de recherche, Brave Search, réputé avoir son propre index indépendant, ce qui est assez rare pour être souligné. Le souci de Brave, c'est à la fois le profil sulfureux de son fondateur, Brendan H., mais aussi celui des investisseurs derrière, comme Peter Thiel, soutien actif de l'extrême droite américaine. Son modèle économique pas hyper clair, basé sur la publicité mais aussi sur la crypto-monnaie, et enfin un petit historique de pratiques abusives à base de fausses collectes de dons, de pubs non réclamées, ou encore d'installation de logiciels tiers sans consentement. Bref, si le projet est cool techniquement, ce qui l'entoure pue quand même un peu la merde. Enfin, Ungoogled Chromium est simplement un clone de Chromium, la base open source de Google Chrome, mais qui retire l'essentiel des cochonneries de Google et donc assure une meilleure protection de la vie privée. L'inconvénient de celui-là, c'est que du coup, il manque un peu de fonctionnalité. Il y a aussi les navigateurs de KDE, Falcon et Conqueror, qui sont aussi basés sur Blink. Maintenant, j'avoue que je les trouve assez limités, et pas très beaux quoi, d'autant plus que leur développement a l'air un peu en dents de scie. Donc pour les navigateurs web basés sur Blink, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, mais que la moins pire, ça reste quand même Vivaldi, et d'ailleurs, vraisemblablement, c'est le plus plébiscité dans le domaine. Maintenant, si vous utilisez un navigateur Blink, gardez quand même à l'esprit que pour le téléchargement des extensions, ça passera, certes pas toujours, mais quand même très souvent, par le Chrome Web Store qui est contrôlé par Google. Passons maintenant à WebKit. Bon alors là c'est simple, il n'y a qu'une seule option, GNOME Web, le navigateur web du projet GNOME. Il est donc basé sur WebKit qui est le moteur de rendu développé pour Safari.
La grosse qualité de GNOME Web, c'est qu'il offre une interface magnifique et assez unique. Basé sur l'ergonomie de GNOME, il est super agréable à prendre en main tout en limitant drastiquement les distractions. Il vient avec un adblocker et un blocage des pisteurs par défaut qui fonctionne plus ou moins bien sur YouTube. Accessoirement, il est sur une trajectoire d'amélioration constante. La première fois que je l'ai testé, il était extrêmement lent avec un mal fou à charger les sites et était proprement inutilisable. Aujourd'hui, il charge les pages assez rapidement et n'a pas de gros problèmes dans son utilisation. D'autant plus qu'il est de loin le navigateur qui s'intègre le mieux au bureau GNOME si vous l'utilisez pour votre ordinateur. Et autre qualité, non des moindres, il gère super bien les applications web que vous pouvez créer en quelques clics, même si aujourd'hui beaucoup d'applis le proposent nativement, c'est quand même cool à souligner. Voilà, donc maintenant est-ce que pour autant je le recommanderais à tout le monde ? Absolument pas. En effet, GNOME Web vient toujours avec pas mal de petits défauts. Déjà, il a une tendance au plantage plus fréquente que la concurrence, même si c'est mieux qu'avant, c'est pas encore totalement ça. Ensuite, il n'offre aucune option de synchronisation. On pouvait auparavant synchroniser ses mots de passe et ses favoris avec Firefox Sync, mais ça marchait pas giga bien et c'est sans doute pour ça qu'ils ont fini par laisser tomber. Mais du coup, il n'y a pas de possibilité d'intégrer un gestionnaire de mots de passe, d'autant plus dommage qu'il existe un gestionnaire de mots de passe pour le projet GNOME, secret, mais du coup, pas de lien entre les deux. Accessoirement, même si c'est pas la faute de GNOME, mais plutôt celle de Google, pas de possibilité d'activer les DRM qui vous permettent de regarder des vidéos sur les sites de streaming comme Netflix ou Crunchyroll par exemple. GNOME Web est donc sur la bonne voie et il est utilisable au quotidien, mais clairement, en dehors de son ergonomie, qui est pour moi la meilleure qui existe, il y a bien mieux. Et notez que pour l'interface, vous pouvez la répliquer vous-même avec le logiciel Adwater, disponible pour Linux, même si c'est un poil moins fluide que sur GNOME Web. Notez d'ailleurs qu'un autre navigateur web utilisant WebKit, Kagi, devrait bientôt arriver sur Linux. Il est censé s'agir d'un navigateur web respectueux de la vie privée, embarquant les fonctionnalités de Safari, mais en y ajoutant notamment la compatibilité avec les extensions de Chrome et Firefox. En revanche, c'est pas libre mais propriétaire. Affaire à suivre donc. Et sur ce, on va terminer avec les navigateurs web basés sur Gecko. Et on va évidemment commencer par le vieux de la vieille, le dernier poilu, l'ultime survivant de la première génération des navigateurs web, Mozilla Firefox. Même si l'histoire récente de Firefox est assez triste puisque le logiciel n'a fait que perdre des utilisateurs depuis l'arrivée de Google Chrome, il se maintient toujours avec plus de 160 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est évidemment non négligeable même si ça ne représente qu'une toute petite part des utilisateurs de navigateurs web, et que ça ne fait que baisser, accessoirement. C'est tristement logique car Firefox subit une double concurrence. Du côté des navigateurs grand public, comme dit plus tôt dans la vidéo, Google Chrome, Microsoft Edge et Safari sont backés par des systèmes d'exploitation, Android et Chrome OS, Mac et iOS, et enfin Windows, qui l'ont comme navigateur par défaut. Donc les personnes qui ne veulent pas remplacer leur navigateur ne chercheront jamais Firefox. Et du côté des navigateurs respectueux de la vie privée, Firefox est concurrencé sur son propre terrain par une multiplication d'alternatives, comme Brave et Vivaldi abordés plus haut. Accessoirement, l'un des principaux ennemis de Firefox n'est autre que lui-même, la fondation Mozilla qui est derrière étant une grande habituée de l'absence de vision, de ne jamais savoir où elle va, de changer de PDG surpayé tous les 3 jours, et de prendre des décisions qui vont dans le sens inverse de ce que demandent leurs utilisateurs. Un exemple parmi tant d'autres, c'est que Firefox ne gère toujours pas nativement les applications web, ce que la quasi-totalité de la concurrence propose depuis des années. Après, vous pouvez ajouter une extension qu'il fait pour vous, mais fait chier quoi, ça devrait être là de base. Et le dernier caca en date, qui est en partie la raison pour laquelle je refais cette vidéo maintenant, c'est que Mozilla a crispé à peu près tout le monde en mettant à jour ses termes et conditions, en retirant la mention comme quoi il ne collectait ni ne vendait et ne vendrait jamais aucune donnée personnelle. Alors eux, ils ont tenu à rassurer, non, bien sûr qu'ils vont pas se mettre à collecter les données, mais c'est difficile de ne pas voir un lien entre ça et le fait que Mozilla veut commencer à implémenter de l'intelligence artificielle dans son navigateur et rejoindre la course à l'IA qui est en cours actuellement. Avis personnel sur le sujet, je pense que l'IA est une bulle économique prête à exploser et une usine à gaz, qu'en dehors de quelques domaines spécifiques, son application pour le grand public reste finalement limitée, et que clairement, non, l'IA n'est pas la solution miracle qui va sauver Firefox, bien au contraire. Mais bon, c'est pas moi la PDG de Mozilla. Ah, et autre souci de Mozilla, le modèle économique de Firefox est principalement
principalement basé sur les liens affiliés. En d'autres termes, les fournisseurs de moteurs de recherche payent Mozilla pour afficher leur moteur plutôt que d'autres dans leur barre de recherche. Et le principal financeur de Mozilla depuis des années n'est autre que Google, son principal concurrent. Pour Google, l'utilité est double parce que ça leur permet de maintenir leur monopole sur les moteurs de recherche et accessoirement parce que ça leur permet de maintenir en vie à peu de frais un concurrent à Chrome et donc de donner le change vis-à-vis de l'autorité de la concurrence sur leurs pratiques monopolistiques. Firefox reste aujourd'hui le navigateur très grand public qui respecte le plus votre vie privée, ou devrait-on dire le seul qu'il fait vraiment. Il vient avec des options de synchronisation, un bloqueur de pisteurs intégré et possède son propre magasin d'extensions qui a le mérite d'être extrêmement fourni puisque Firefox a été précurseur dans le domaine. C'est en bonne partie à eux qu'on doit le principe même des extensions pour navigateurs. D'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'à une époque, certains arnaqueurs plaçaient dans les formulaires d'installation de logiciels sur Windows l'installation d'une extension Firefox qui vous rajoutait une barre de recherche supplémentaire qui ressemblait à la première et vous envoyait vers des pubs et des arnaques. Une belle saloperie qui a heureusement disparu de nos jours. D'ailleurs, autre anecdote, c'est aussi à Firefox qu'on doit la navigation par onglet. Et oui, vos 50 000 onglets ouverts en permanence, vous les devez à Firefox. Pourquoi il y a des gens qui ont 50 000 onglets ouverts en permanence d'ailleurs? Les favoris, vous connaissez? Ah, et du coup, du fait de cette indépendance, Firefox abrite dans son magasin d'extensions le meilleur bloqueur de pubs du milieu, celui qui bloque de loin le plus efficacement les pubs partout et même sur YouTube, à savoir uBlock Origin. Bref, Firefox, c'est, selon moi, le meilleur navigateur internet disponible actuellement, du moins parmi tous ceux qu'on vient d'aborder. Puisqu'il existe une flopée de navigateurs basés sur Gecko et Firefox, mais qui viennent justement corriger tous les soucis qui sont régulièrement reprochés à Mozilla. Vous avez Flourp, un navigateur japonais qui vient avec une ergonomie assez chromesque et se veut plus simple à configurer que le Firefox de base, tout en proposant des fonctionnalités comme des groupes d'onglets, une idée intéressante puisqu'elle permet de séparer le travail du divertissement par exemple. Ensuite, vous avez Zen, une création récente qui propose une ergonomie complètement différente où les onglets s'affichent à gauche et non en haut. Et alors là, pour le coup, c'est vrai que l'interface de Zen est super belle, assez comparable à celle d'Opera et Vivaldi pour le côté intégration plus pratique des réseaux sociaux, mais qui pousse le côté léché encore plus loin. Enfin, vous avez aussi WaterFox, navigateur possédé par l'entreprise System1, qui est aussi la propriétaire du moteur de recherche StartPage, un métamoteur de Google qui anonymise complètement la recherche pour vous. Niveau ergonomie, c'est l'ancien habillage de Firefox que WaterFox continue visiblement à maintenir, et le moteur de recherche par défaut de WaterFox n'est étrangement pas StartPage, mais Bing de Microsoft, ce qui est... bizarre, non? C'est juste moi? Bon, bref. Sinon, il y a aussi Tor Browser, qui est sans doute le plus privé de tous en anonymisant complètement votre connexion grâce à Tor, mais c'est déjà moins grand public. Mais personnellement, mon premier choix se porte sur un autre navigateur que tout cela, et bon, bah si vous connaissez, vous savez déjà lequel c'est. LibreWolf. Et pour le coup, LibreWolf ne tente pas de réinventer la roue, de proposer une ergonomie de ouf ou quoi que ce soit. Clairement, ça se voit sur l'interface, c'est littéralement un clone de Firefox. Un clone communautaire qui vient avec des fonctionnalités qui renforcent encore plus la vie privée. La télémétrie de Mozilla est désactivée par défaut, le navigateur ne sauvegarde pas vos mots de passe et efface par défaut les données de navigation à chaque fermeture, il active la protection contre les pisteurs la plus stricte par défaut, et vient là encore par défaut avec uBlock Origin pour jarter les publicités. Seul petit défaut à ma connaissance, il peut arriver que l'icône d'un site bug un peu, c'est le cas sur Discord par exemple. Mais si vous pouvez survivre à ça, clairement, je trouve que c'est le meilleur qui existe. Et je vais pas vous laisser là-dessus parce que... on a failli oublier ça. Alors notez déjà qu'Opera, Vivaldi, Brave et Firefox sont déjà disponibles sur Android et iOS. Je vais pas me prononcer pour les autres OS mobiles comme Ubuntu Touch et PostMarketOS puisque je les ai pas encore essayés, mais pour Ubuntu Touch, a priori le navigateur par défaut, Morph, basé sur Blink, se veut relativement sécurisé mais manque sans doute de fonctionnalités. Cela dit, vous avez Ubuntu Touch, normalement c'est relativement compatible avec les applications Android. Et pour les autres OS Linux pour smartphone, ils sont encore assez faibles pour le grand public, mais je sais que GNOME Web et Firefox sont disponibles dans des versions adaptées.
Pour revenir à Android, vous avez Bromite, basé sur Blink, qui vient avec une protection renforcée contre le pistage et un bloqueur de publicité intégré, mais qui ne possède pas d'option de synchronisation en revanche. C'est le navigateur par défaut des téléphones Murena par ailleurs. Et basé sur Gecko, en dehors de Firefox, vous avez Fennec, qui vient avec une protection renforcée contre le pistage tout en étant compatible avec la flopée d'extensions Firefox pour Android, notamment uBlock Origin. On arrive à la conclusion et le constat est un peu mi-figue mi-raisin. Pour faire simple, d'un côté, il existe des moyens d'avoir facilement une navigation sur internet qui respecte votre vie privée et n'engrosse pas des multinationales, mais de l'autre côté, aucune des technologies utilisées n'est réellement indépendante des géants de la tech, puisque sur les 3 moteurs de rendu grand public, 2 sont contrôlés par des GAFAM et le 3e est essentiellement financé par un GAFAM. Du côté de Firefox, ça fait des années qu'ils essayent désespérément de développer des sources de revenus indépendantes de Google, en ajoutant de la pub et en développant des services payants. Et ça marche pas vraiment, vu que ça représente qu'environ 15% de leurs revenus aujourd'hui. Et c'est une crainte assez collective que si demain Google cesse de financer Mozilla et que Mozilla s'effondre, Gecko et donc Firefox s'effondrent avec lui. Parce qu'on se dit que s'il faut des centaines de millions d'euros tous les ans pour financer un moteur de rendu de qualité, ouais, clairement, aucune communauté ne pourra vraiment prendre le relais toute seule, à moins d'avoir les meilleurs mécènes du monde. Et sachez qu'actuellement, la justice américaine risque de forcer Google à couper les vivres. Et c'est pour ça que des projets comme Ladybird et Cerveau sont importants, parce que s'ils réussissent à aboutir à quelque chose de bien, ils pourront prouver qu'on n'a pas forcément besoin de l'argent des GAFAM pour maintenir un moteur de rendu de qualité. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!